Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière session, introduction à la pleine conscience, cette fois-ci orientée sur comment intégrer un peu la technique qu'on a vue ensemble en dehors des sessions formelles de méditation, notamment dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est possible déjà? Donc on a 2 fois 20 minutes de présentation, 2 fois 20 minutes de méditation. La première sur la bienveillance envers les autres, ou peut-être le souffle. On peut faire le souffle pour commencer, la bienveillance envers les autres pour terminer. Parce que c'est bien qu'on boucle la boucle avec une des méditations qu'on a faites au début, parce que souvent, pour cultiver le calme mental, ça va plus être en lien avec le souffle qu'avec la bienveillance, parce que c'est un objet assez simple. Donc on va revenir à l'établissement de la pleine conscience sur le souffle. On a vu la fois dernière l'importance de la pleine conscience, pas seulement quand on veut calmer l'esprit, mais également dans l'analyse. Et on a vu que la pleine conscience était un facteur mental, une fonction de la conscience euh, fondamentale d'une réflexion profonde qui dépasse simplement juste le fait de penser et de faire sens des choses sur lesquelles on s'arrête, on réfléchit et on appose une forme d'analyse. On a vu que la pleine conscience est ce qui permet de faire résonner ces choses en nous, parce que la pleine conscience, elle nécessite à la fois de la clarté et de la stabilité mentale, et ces deux facteurs unis dans l'esprit vont faire que les choses sur lesquelles on va réfléchir, ça ne va pas faire seulement juste waouh, ça va faire waouh, mais pendant 10 minutes. Et donc la capacité à transformer une habitude entre une étincelle de 1 seconde et et un feu de 10 minutes va être complètement différente. Donc la pleine conscience, j'allais vous poser la question, est-ce qu'elle est utilisée seulement pour calmer l'esprit? Non, elle est aussi utilisée dans l'analyse. Donc la première chose qu'on va pouvoir regarder peut-être aujourd'hui pour terminer un peu et puis pour avoir une image assez claire un peu de comment tous ces éléments se placent les uns avec les autres entre méditation analytique, méditation de placement, pleine conscience. Est-ce que la pleine conscience euh, est nécessaire dans le calme mental? Alors vous pouvez faire oui ou non parce que comme je ne vous entends pas, est-ce que la pleine conscience est fondamentale dans le travail du calme mental? Oui, bon, ça c'est assez clair. Ok. Pourquoi? Parce que si le travail du calme mental, c'est de focaliser l'esprit sur l'objet de méditation qu'on a choisi, le support, que ce soit le souffle ou une visualisation ou une qualité de l'esprit, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et ne pas l'oublier, c'est la pleine conscience. Ne pas oublier l'objet de méditation, c'est la pleine conscience. Donc, à la question de savoir si la pleine conscience est fondamentale dans la culture du calme mental, la réponse est oui. Maintenant, les instructions qu'on a vues jusqu'à présent, est-ce qu'elles sont tout ce qu'il faut comprendre pour quasiment travailler sur le calme mental? Est-ce que les instructions qu'on a vues pour développer la pleine conscience, c'est tout ce dont on a besoin pour atteindre le calme mental? Oui ou non? Je pense que c'est une question importante. Est-ce que la pleine conscience et la vigilance, parce que c'est vraiment ces deux choses-là qu'on a vues, est-ce qu'en ayant ça euh, développé à l'esprit, c'est les seuls pouvoirs qui vont être engagés dans la culture du calme mental? Oui? Non? Cyril dit non? Malika? Non plus? D'autres? Non. C'est bien, c'est très binaire, hein. Alors, non. Alors la réponse est non. La réponse est là, on a une boîte à outils de deux outils qui sont super importants. C'est comme un petit peu si on avait le manche à balai dans l'avion. On a devant, derrière, c'est la pleine conscience.
et gauche-droite, c'est la vigilance. Donc avec ça, on peut aller quand même plutôt partout, mais il manque un peu des fonctions dans l'avion. Il y a plein d'autres outils de navigation sur le tableau de bord qui vont euh, affiner le pilotage de l'avion. Et donc, dans le calme mental, il y a plus de choses, en fait, à observer, à essayer d'installer dans l'esprit. On pourra parler de l'enthousiasme, on pourra parler de l'application, on pourra parler également de lutter contre le relâchement et l'excitation, qu'on a un petit peu effleuré pendant ces 5 sessions, mais si on veut vraiment atteindre le calme mental, il y a d'autres outils. Il va falloir qu'on mette en œuvre le pouvoir de la familiarisation, le pouvoir de l'effort joyeux. Il y a un système un peu plus riche. On va être obligé de comprendre les étapes qui conduisent au calme mental. Il y en a 9 pour savoir à quel moment qu'est-ce qu'on doit faire. À quel moment du développement il faut que je commence à engager la vigilance. À quel moment il faut que je commence à observer le relâchement, l'excitation dans l'esprit. Qu'est-ce qui se passe au niveau 5 par rapport au niveau 6, au niveau 6 par rapport au niveau 9? Quelles sont les choses qui se calment graduellement dans l'esprit? Quel est mon type d'expérience? Quel est le type d'expérience que je vais faire quand j'en suis au niveau 4 par exemple? Ben, au niveau 4, on n'oublie plus l'objet. On n'oublie plus du tout l'objet, mais ça n'empêche pas que, même si je médite sur le souffle, je ne suis plus du tout distrait en ce sens que je vais quitter le souffle, mais je vais quand même avoir un fourmillement, des images, des idées, des projections qui vont me venir, mais ensemble, elles vont se partager mon attention. C'est pas que l'une va me faire quitter l'autre. Je vais avoir les deux sur le ring, si on peut dire. Euh, L'une ne va pas éjecter l'autre. Donc ça, c'est au niveau 4. Et puis au niveau 5, il y a par exemple le relâchement grossier qui va disparaître. Donc en fait, quand on cultive le calme mental, il y a une méthode qui est un peu plus riche, mais ça empêche quand même que la pleine conscience et la vigilance sont vraiment les bases. Donc si ça vous intéresse, dans l'AMRIM, il y a quand même l'AMRIM Chenmo de la Tsongkhapa, il y a quand même la méthode complète avec les, euh, les 9 étapes, les 8 antidotes et les 5 fautes. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter ce qui est quand même un ouvrage de référence dans la pratique du calme mental, même si, bon, avoir des commentaires, c'est quand même pas mal sur cette technique. Et donc voilà ce qu'on peut dire de la différence un petit peu entre ce qu'on a vu nous et la pratique à proprement parler du calme mental. Nous, on met les pieds à l'étrier dans la pratique de la pleine conscience qui est importante dans le calme mental, mais il va falloir en faire un petit peu plus si on veut prétendre atteindre peut-être ne serait-ce que le niveau 4, mais le niveau 4 c'est quand même très bien déjà. Euh, Niveau 3 c'est très bien aussi. Et donc on voit ce qui se passe dans l'esprit à chaque niveau, euh, et ça permet vraiment de déterminer quelles sont les forces, les pouvoirs qu'on va engager dans l'esprit pour piloter l'esprit jusqu'à ce point euh, qui est le calme mental dans lequel il n'y a plus aucun fourmillement, aucun ronron dans l'esprit. On est totalement focalisé sur l'objet et il y a ce qu'on appelle la double souplesse et le bonheur, parce que bon, un des sous-produits du calme mental, c'est une félicité, parce que c'est presque plus que du bonheur, c'est une félicité profonde, voire immense, conjointe avec une souplesse de l'esprit. On peut faire ce qu'on veut avec l'esprit, on peut visualiser des formes très complexes, on peut apporter notre esprit sur quelque objet que ce soit, on peut développer des qualités beaucoup plus facilement. Lama Atisha dit que la,
la force des qualités qu'on cultive une fois qu'on a atteint le calme mental, en 1 heure, c'est l'équivalent de ce qu'on peut accumuler avec un esprit euh, ordinaire en 100 ans. Bon, alors ça, c'est un postulat, hein, c'est une hypothèse de travail, à nous de voir. Mais si vous avez déjà été euh, un peu à même de toucher un peu plus de concentration, vous voyez que l'esprit fonctionne beaucoup mieux, que l'esprit est beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Et peut-être que dans les heures qui suivent, vous pouvez réfléchir à quelque chose et tout à coup, waouh, ça fait sens. Et vous avez l'impression que les choses rentrent beaucoup plus facilement dans votre expérience. Et pourtant, peut-être que votre esprit, à ce moment-là, il est au niveau 1 ou niveau 2 peut-être. Mais on peut poursuivre la courbe et se dire que ben, si on continue ça, les bienfaits que la pratique du calme mental peut avoir dans notre vie spirituelle, notre vie mentale, notre vie de tous les jours, ces bienfaits sont immenses. On le suppose, mais c'est souvent ce qui permet d'avoir de l'enthousiasme dans la pratique du calme mental, c'est de regarder ces choses-là et se dire waouh, c'est vrai que parfois quand je médite et que je repense à ces moments où j'ai eu vraiment j'ai senti une forme de souplesse quand même. J'arrivais un peu à faire ce que je veux et j'avais l'impression que les choses rentraient, qu'elles s'imprégnaient en moi. Et ça, c'était le début. Si j'imagine maintenant que mon esprit peut, en 1 seconde, avoir une clarté sur quelque chose que j'ai envie de comprendre, qui est important dans mon existence, au point de me transformer beaucoup plus profondément, qu'est-ce que ce serait? Et quand on imagine que c'est possible, on commence à aspirer à voir ça. Et quand on aspire à avoir ça, eh ben, on met en œuvre une forme d'effort joyeux qui fait que quand on va commencer à méditer, on va se dire waouh, je sais vers quoi je vais en méditant sur le souffle. Donc, la pleine conscience et la vigilance, une fois, enfin pas une fois, mais en même temps qu'on les cultive pour calmer l'esprit, eh ben ces choses-là, elles vont nous servir aussi dans la méditation analytique. Parce que on a vu la fois dernière que ce qui est la différence entre simplement la réflexion et une méditation analytique, c'est la qualité de notre attention. Si on a déjà développé un peu de cette qualité de l'attention avant, et bien quand on va réfléchir, les choses vont se décanter beaucoup plus facilement dans notre esprit. Donc comment personnellement vous pouvez dans la vie de tous les jours conduire des méditations analytiques? Eh bien c'est un petit peu reprendre la structure de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est d'abord trouver l'objet. Il ne faut pas essayer de commencer à avoir une méditation de placement sur quelque chose que vous n'avez pas rendu certain dans votre esprit. Vous voulez méditer sur l'amour, bah, il va déjà falloir le faire naître, cet amour. Et euh, ne pas penser que c'est simplement en répétant oh, j'aime, je vous aime, vous êtes merveilleux, que l'amour va sourdre de rien. Enfin, pas de rien. On peut avoir des moments où on a une forme de bienveillance authentique qui ne nécessite pas qu'on ait fait une méditation ou une réflexion avant. Mais plus la réflexion va être intense, plus le sentiment de bienveillance, de souhaiter aux êtres d'être heureux va être authentique. Donc, tous les objets sur lesquels vous voulez méditer, et ça je pense que c'est un point important, tous les objets sur lesquels vous devez méditer, qu'ils soient pour le calme mental ou la méditation analytique, vous pouvez commencer par les rendre certains dans votre esprit. Alors certains, ça ne veut pas dire les avoir totalement compris, mais en tout cas en avoir une image suffisamment claire pour pouvoir la conserver à l'esprit après. Par exemple, on veut méditer sur
la bienveillance envers les autres, comme on va le faire aujourd'hui, la première chose, c'est de se dire, bon, c'est quoi? On peut se dire aussi, qu'est-ce qui en moi empêche de développer ça? Quelles sont les qualités? Toujours vous motiver quand vous prenez un objet de méditation, de commencer par la motivation, de vous dire à quoi ça me sert, à quoi ça sert de développer ça. Parce que cette motivation, c'est ce qui va être le carburant de votre méditation, c'est ce qui va vous donner envie de rester sur l'objet. On ne veut pas rester sur un objet qui nous semble n'avoir aucune qualité ou un objet dont on pense qu'on ne peut pas le générer en nous. Donc si vous voulez méditer sur l'amour, la compassion envers les autres, c'est de savoir est-ce que ça a une fonction? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et quels sont les problèmes de n'avoir pas de bienveillance envers les autres? Vous voyez, on fonctionne par quelles sont les qualités de cette chose-là, quels sont les problèmes de ne pas avoir cette chose-là. Ça peut être aussi dans les étapes préparatoires de votre méditation analytique. Ok, je dois commencer à méditer sur la bienveillance, les bienfaits de développer la bienveillance. Je ne vais pas vous le dire, tiens. On va faire la méditation tout à l'heure et vous allez essayer de les trouver pour vous-même, ces qualités possibles. Et de vous dire quels sont les problèmes de n'avoir pas de bienveillance envers les autres, quels sont les problèmes de ne pas avoir le souhait que les autres soient heureux. Alors on peut aussi raisonner par l'opposé, se dire, si j'ai pas cette bienveillance, ça veut dire que j'ai peut-être son opposé de la bienveillance. Et l'opposé de la bienveillance, c'est l'hostilité, la colère, le ressentiment, la haine, la jalousie, le dédain, la prétention, la belligérance, c'est une forme de colère qui veut physiquement acter notre intention. Et là, on peut se dire, quels sont les problèmes de la colère? Parce qu'en reconnaissant les problèmes de la colère, on va aussi reconnaître les qualités de la bienveillance. Donc, vous établissez un petit plan d'action en disant, ok, pour me motiver, il faut que je sache les qualités, les problèmes de ne pas le faire, quel est l'opposé de cette chose que je veux cultiver, quels sont les problèmes de cette chose qui est l'opposé de ce que je veux cultiver, en l'occurrence ici la colère. Et puis doucement, vous allez commencer à peut-être former dans votre esprit une motivation en disant, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de problèmes quand je suis en colère. Simplement pour être heureux, il y a une phrase célèbre qui dit, on ne peut pas être en colère et être heureux en même temps, qui est une phrase assez simple, mais personne n'est en colère et fait une expérience plaisante à ce moment-là. On ne passe pas un bon moment quand on est en colère. Non, ce n'est pas une expérience qu'on a envie de poursuivre. On a justement envie de faire mal à quelqu'un parce qu'on pense que ça va mettre fin à la colère. Et doucement, on essaie de construire cette préparation de méditation, et puis on commence tout simplement à avoir envie de réfléchir. C'est même pas essayer de se forcer, il faut que je passe d'une étape à l'autre. Quand on commence à se poser ces questions-là, on a envie de s'y arrêter et se dire ok, c'est vrai ça. C'est vrai, tiens, il faudrait que j'essaie de me souvenir les moments où j'étais en colère, c'est vrai que j'étais pas heureux. Et doucement, l'esprit a envie de glisser vers quelque chose qui est plus profond, parce que pour faire rentrer ces choses à l'intérieur de notre esprit, il faut qu'on s'y arrête. Naturellement, l'esprit, il a envie de méditer, il a envie de se familiariser là-dessus, parce qu'on commence à le titiller avec des choses qui ont du sens. Cette séquence de l'écoute, de la réflexion, de la méditation, on peut le voir comme des étapes scindées, mais on peut le voir comme la progression naturelle qui conduit à intégrer quelque chose dans notre expérience. Nous, on l'a découpé en morceaux, mais finalement, c'est qu'une séquence cohérente. Sauf que en décrivant cette étape en 3 parties, des 3 sagesses, l'écoute, la réflexion, la méditation, on arrive à ne pas nous faire croire qu'on est arrivé au point culminant quand on n'en est qu'à la réflexion. Parce que l'enseignement va nous dire, mais non, si tu es juste en train d'avoir une expérience de quelques secondes, il manque le tiers
des trois sagesses. Il manque la méditation, donc là, il va falloir que tu te familiarises maintenant pour intégrer cette chose dans ton expérience. Et une fois que euh, on a réfléchi un peu à ces choses-là, on essaie de se faire naître une bienveillance pour les autres et de se souvenir, comme pour toutes les choses qu'on a faites jusqu'à présent, c'est de ne pas avoir euh, le souhait que cet objet apparaisse totalement, absolument clairement et de manière totalement stable, parce qu'on n'a pas le calme mental, on n'a pas l'appareil mental pour pouvoir le produire de cette manière. On n'a pas totalement compris et on n'a pas ni stabilité ni clarté suffisante pour que cet objet soit une explosion dans l'esprit. Donc il ne faut pas essayer de le vouloir et se dire, ok, cette chose complètement imparfaite, incomplète, bah c'est quand même ça la bienveillance. La bienveillance, elle commence là où on en est. Si j'ai le souhait simplement que les personnes de ma famille soient heureuses, j'ai pas besoin de commencer à pleurer en disant oh là là, il faut être heureux. Et commencer à vraiment que ce soit le drame pour que ce soit l'amour qui commence. L'amour, il commence pas quand on est en train de pleurer ou qu'on a envie d'embrasser tous les êtres dans la rue. Non, l'amour, il peut naître aussi simplement de la volonté juste simple de se dire ben voilà, je te souhaite d'être un peu plus en paix, un peu plus heureux. Ça, c'est de la bienveillance. Et là, comme pour le souffle, on s'arrête et on se dit ça c'est l'objet. Ça, c'est l'objet. C'est l'objet de méditation. Là, on l'a trouvé, là. On l'a trouvé petit, on l'a trouvé mini, mais il est là. Et ça opère dans l'esprit quelque chose d'un petit peu magique, c'est de se dire, mais voilà, je l'ai cette chose-là. Parce que c'est très difficile de méditer sur quelque chose qu'on a l'impression de ne pas avoir. Donc il va falloir qu'on se familiarise à reconnaître en nous que cette chose qu'on veut développer, ben on l'a. À un petit niveau peut-être, mais on l'a. Et on répète ça, donc c'est-à-dire on répète l'analyse des qualités, et puis tout à coup on se dit, voilà, puisse cette personne de ma famille être heureuse, posséder le bonheur, la paix, choisir des choses très particulières à cette personne, voilà, mettre fin à tous ses tracas, son stress, retrouver du travail, que sais-je. Et de s'arrêter de se dire ça, waouh, je souhaite à cette personne le bonheur et ses causes du bonheur. Ça, c'est la bienveillance. Donc, à la fois produire cette chose-là et puis s'arrêter un petit moment en se disant ça, c'est le bonheur. Donc là, on essaie d'éveiller la clarté mentale, comme pour toutes les méditations précédentes. Et puis, il y a un moment, dans la deuxième partie de la méditation, ça c'est la première partie de la méditation, très analytique. La deuxième partie, c'est la stabilité. Là, on n'est plus obligé d'essayer. C'est même pas, on force jamais dans la méditation. Mais on n'essaie plus de mettre l'accent sur la clarté. On se dit, ben voilà, si cet objet, je l'ai trouvé plein de fois, bon, et qu'il n'a pas besoin d'être à l'esprit complètement incroyable, et même d'être complètement présent tout le temps, bah, j'ai juste à le cultiver, le répéter, et je me détends dans cette action-là, de le cultiver dans mon esprit. Et là, soit on peut continuer à faire une forme d'analyse, continuer à utiliser des raisonnements, des souvenirs, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, cette analyse, mais très calme, très détendue, comme une forme de litanie, on peut se répéter des mantras si on veut, trouver une personne et répéter une chose, mais ce n'est pas une méthode couée parce qu'on a nourri cette chose-là de sens préalablement. On n'est pas en train de se répéter quelque chose de vide, on a trouvé l'objet. Donc on peut se répéter, puis il y a dans la tradition par exemple de Thich Nhat Hanh des mantras comme ça, où on répète des paroles. Je suis ici, je suis là, je suis arrivé à la maison dans l'ultime je demeure par exemple. Et on répète ces choses-là. C'est une forme de méditation analytique. Et il y a un moment où c'est cette bienveillance qu'on génère, elle n'a plus besoin de mots. On devient un émetteur finalement. Un émetteur qui irradie quelque chose qu'on a trouvé, qui est au-delà des mots, qui est simplement
l'expérience d'avoir cette bienveillance, d'émettre cette bienveillance. Donc là, c'est une méditation de calme mental où on est fixé en un point, on n'a plus besoin d'analyser. Et là, on peut visualiser une personne ou après une personne de notre famille, après une personne neutre, après une personne ennemie, après prendre tous les êtres de l'univers et simplement, voilà, la bienveillance, elle est émise, elle sourd de notre esprit, elle est. Et ça passe sans le biais de discursivité, de la petite voix mentale. On est simplement dans l'expérience d'être bienveillant. Simplement dans l'expérience d'être bienveillant. Une mère qui aime son enfant n'a pas besoin sans arrêt de se répéter je t'aime mon enfant. D'ailleurs, il y a plein de moments où on ne le dit pas. On est bienveillant. La bienveillance ne nécessite pas nécessairement d'avoir cette répétition je t'aime, je suis. Non, c'est la manière qu'on a de le construire, cette bienveillance. Mais une fois qu'on l'a construit dans notre expérience, on n'a plus besoin de l'attirail de ces mots. On est simplement dans, ben voilà, j'exprime cette bienveillance. C'est mon expérience maintenant. J'ai cette bienveillance. On dit des bodhisattvas qui n'ont pas besoin de se répéter sans arrêt, qui veulent atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, pour avoir cette bienveillance. Et on prend l'exemple des mères qui n'ont pas besoin de se répéter sans arrêt. Oh, j'espère, elle espère, cette mère à son fils, voilà, d'être heureux, d'être en paix, mais elle a pourtant cette bienveillance, qui ne se réduit pas à ses mots, mais qui est quand même son expérience à cet instant. Ok? Donc, puisqu'on a commencé par la bienveillance, on va faire une méditation pour la bienveillance et on finira par le souffle. Donc là, je vais vous laisser euh, un quart d'heure en autonomie. Je vous dirai à peu près à mi-chemin quand vous pourrez, si vous le souhaitez, passer de la première partie sur la clarté à la deuxième sur la stabilité. Donc essayez déjà de revoir les qualités de cette euh, bienveillance, qui est le souhait que les autres possèdent le bonheur, les causes du bonheur. Et de temps en temps, dites-vous, ah oui, ça c'est la bienveillance. Alors c'est sans doute quelque chose qu'il faudra répéter plusieurs fois avant que vous sentiez cette certitude, cette clarté, peut-être répéter plusieurs fois dans la journée. C'est peut-être pas en une seule fois que ça va marcher. D'ailleurs, les méditations que j'enseigne ici, il ne faut pas penser que si ça ne fonctionne pas en une fois, c'est que vous avez loupé quelque chose. C'est des choses qui demandent beaucoup de répétition. C'est des traitements à long terme, on pourra dire, de l'esprit. Hein. L'exemple qui est pris dans les textes classiques, Chandra Gomin, il dit, mais on ne peut pas penser soigner des lépreux en leur mettant de la pommade une seule fois et puis en passant à autre chose. Non, c'est un traitement répété. Geshe Damdul, lui, il prend l'exemple de l'appareil dentaire. Il dit que pour remettre les dents alignées, on ne met pas l'appareil une heure et puis c'est fini. Non, il va falloir plusieurs mois. La méditation, c'est pareil, c'est un traitement qui prend du temps. Donc ne soyez pas déconcertés si ça ne fonctionne pas tout de suite. Ok? Méditation de bienveillance, deux parties. La première, sur la clarté, trouvez l'objet. Prenez d'abord quelqu'un de votre famille. Souvenez-vous des bienfaits. Et on se retrouve dans quelques minutes.
Et si vous le souhaitez, si vous avez pu faire naître des versions à minima de cette bienveillance, ou plus qu'à minima, de bonne qualité, vous pouvez maintenant détendre l'esprit, choisir une personne proche et vous familiariser avec cette bienveillance. En la répétant, en souhaitant à cette personne encore et encore ce qui pourrait la rendre heureuse et lui souhaiter tout simplement le bonheur, en dupliquant cette pleine conscience qu'on a développée dans l'esprit à travers les différentes méditations précédentes, des précédentes semaines, en utilisant ce que vous avez en ressources comme capacité d'attention et de maintenir l'objet à l'esprit, et en utilisant, si vous le souhaitez, cette vigilance qui, en périphérie de l'objet principal qui va être la bienveillance, va essayer d'améliorer cette concentration sur la bienveillance en reconnaissant si vous êtes distrait, si vous êtes sur le point de l'être. Donc on active maintenant cette pleine conscience et cette vigilance dans le cadre d'une méditation sur la bienveillance pour une personne proche.
pouvoir mettre fin à cette méditation. Mettons que cette méditation, vous ayez ressenti, mais j'arrive pas du tout, j'arrive pas du tout à diriger mon esprit. J'ai envie de penser à l'amour, mais j'arrive pas à voir. euh, J'arrive pas à développer la personne. Parfois c'est une personne, parfois c'est une autre. J'arrive pas à choisir la même personne. Euh, je vois les qualités, mais ça me fait rien. Ça, ça vient pas me. C'est confus. J'ai l'impression de forcer. J'ai l'impression d'être dans une espèce de lutte avec mon propre esprit, comme un gros boulet que je traîne. Bon, mettons que ce soit le cas, et c'est complètement normal, ça arrive souvent. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va redescendre d'un niveau. Ce qui manque euh, à cette méditation, ben, c'est peut-être un peu de simplicité, c'est peut-être un peu de détente, et c'est sans doute ben, de la stabilité, de la clarté mentale. On a vu que dans la semaine dernière, je vous ai dit que les étapes qu'on voit maintenant, c'est pas parce qu'on les voit maintenant que c'est celles qui sont les plus appropriées pour nous maintenant. C'est à vous de trouver aussi personnellement. Moi là je manque, je pense, de clarté, de stabilité mentale pour réussir à conduire une analyse de quelque chose comme la bienveillance sans être complètement dispersé. C'est sans doute plus difficile d'analyser que de placer l'esprit sur un objet. En fait, c'est plus difficile de maintenir la pleine conscience quand on analyse que quand on est fixé sur un seul objet. Pourquoi? Parce que quand on est fixé sur le souffle, quand on établit la pleine conscience sur le souffle, on n'a qu'un seul objet. Donc on n'est pas en train d'essayer de toucher d'autres choses. Donc on est beaucoup plus fermement ancré sur un objet. Mais dans l'analyse, ça nécessite de faire appel à des souvenirs qui sont susceptibles de nous emmener, parce qu'on se dit, ah oui, je me souviens, j'ai souhaité à ma mère d'être heureuse quand elle m'avait fait cette choucroute. Cette choucroute, je crois qu'elle avait mis des baies de genièvre, elle avait laissé... Oh, c'était bon, et ce jour-là, je suis allé... Attends, François, tu es en train de... Quand on commence à analyser dans l'esprit, c'est beaucoup plus facile de prendre des aiguillages, de prendre la tangente. Donc si c'est le cas, que c'est très difficile d'utiliser la stabilité mentale pour conduire des méditations analytiques, ben ça prouve qu'on doit mettre beaucoup d'importance sur la stabilité de l'esprit. Et là, peut-être qu'il faut descendre un cran et revenir au souffle. C'est pour ça que ce n'est pas complètement inopportun de terminer la dernière méditation de ce cycle de 5 sessions sur le souffle, parce que très souvent, et moi je le remarque dans ma pratique, il y a des moments où il faut descendre d'un niveau. Il y a des moments où ça va très bien, on peut commencer à arriver dans des choses complexes, et l'esprit est waouh. On sent que l'esprit est très souple, on arrive à comprendre des choses très profondes, et il se passe des choses dans notre vie de tous les jours. Notre alimentation, on tombe malade, on a voyagé, on a le jet lag, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer dans l'équation qu'on continue, et puis ça perd en qualité, ça perd ça fonctionne moins dans l'esprit, et là, ben, il faut redescendre d'un niveau. Redescendre d'un niveau, trouver un objet plus simple, le souffle. Si le souffle c'est trop difficile, revenir au corps. Donc cette session, c'est l'intégration de la pleine conscience dans la vie de tous les jours, et s'il est vrai que intégrer la pleine conscience dans la méditation analytique, c'est pas toujours très facile, mais c'est complètement faisable en s'habituant. L'intégrer dans la vie de tous les jours, c'est aussi le challenge. C'est qu'une fois qu'on a développé ces choses dans l'esprit, la bienveillance, ben, c'est pas l'oublier quand on sort dans la rue. C'est d'intégrer cette concentration et de dupliquer la méthode qu'on a envisagée
pendant ces 5 sessions quand on fait la vaisselle, par exemple. Parce que là, l'objet principal, c'est la vaisselle et tout ce qui a trait à ce que je suis en train de faire. Et la vigilance, elle va observer si pendant que je fais la vaisselle, je ne suis pas en train de penser à ce que je dois faire demain, à ce que j'ai fait hier. Essayer de faire les choses et de ne pas les oublier. Quand on conduit, là, l'objet qu'on doit trouver, ben, c'est tout ce qui a trait à l'action de conduire la voiture. Vous voyez qu'on peut dupliquer ce système sur tous les objets des choses qu'on est en train de faire. L'objet principal, c'est l'objet de la pleine conscience. Et en périphérie, de trouver qu'est-ce qui est en dehors de l'objet quand je suis en train de conduire. Ben, ça va être de regarder mon téléphone, ça va être de penser à ce que je vais faire demain, à mes vacances, quand je vais voir ma mère ce week-end, ou n'importe, mais la pleine conscience est toujours en lien avec un objet qu'on a choisi et qui est familier. Donc l'importance de planter une petite motivation en début de nos activités en se disant, ben voilà, l'activité principale, ça va être de jardiner. Et les objets de la vigilance, ça va être tout ce qui n'est pas en lien avec le jardinage. Ça va être des distractions. Donc c'est vraiment un canevas qu'on a construit pendant ces 5 semaines qui va servir en fait à toutes les activités qu'on fait finalement. Je suis en train de regarder mes mails, ça c'est l'activité principale, regarder les mails. Ou travailler sur mon ordi, travailler sur la compta, faire une feuille Excel, ça c'est l'activité principale. L'activité de la vigilance, ça va être m'arrêter de faire ma feuille Excel pour regarder mes mails ou mon téléphone pour aller sur Facebook et Instagram par exemple. Ça c'est l'objet de la distraction. Quand on habitue l'esprit physiquement à n'avoir pas de distraction, ça va être beaucoup plus simple quand on va le faire dans la méditation. Parce que les distractions qui sont actées physiquement, c'est-à-dire de physiquement passer d'une action à une autre sans contrôle, ben, ça va rendre beaucoup plus difficile le travail du calme mental. Les actions du corps et de la parole sont beaucoup plus puissantes que les actions de l'esprit équivalentes. Une distraction, si elle reste simplement dans notre tête, elle est moins puissante que si toute la journée je m'habitue à faire des activités où je n'ai pas d'activité principale, mais je dérive d'une activité à une autre sans choix, sans le décider vraiment. Donc mon activité principale, l'activité de ma pleine conscience, l'activité que je ne vais pas oublier, je la choisis, je suis familier, j'ai bien délimité son périmètre, et à l'intérieur de ça, je ne me laisse pas distraire par autre chose. Et quand on habitue ça, ben, la méditation devient beaucoup plus simple aussi. Parce qu'en fait, on arrive à travailler sur la pleine conscience et la vigilance alors même qu'on n'est pas en train de méditer. Ce qui est quand même pas mal. Si on pouvait travailler sur ces deux facteurs, la pleine conscience et la vigilance, seulement quand on est assis sur un coussin, ce serait très limité. Mais en fait, toutes les occasions de la journée sont bonnes. Et pour la bienveillance, ben, on peut être dans le périph' et puis tout à coup se dire, bah, tiens, je vais faire un petit peu, mais pleine conscience de la bienveillance. Et là, on regarde les gens autour de soi et puis on dit, ben voilà, puis ces personnes être heureuses, en paix, bienveillantes, qu'elles soient courageuses à faire face aux obstacles et aux échecs inévitables de l'existence. Et on ne l'oublie pas, on le répète mentalement, on le formule même avec des paroles. Vous pouvez parler aussi, si ça vous aide à maintenir une encre. Parce que parfois mentalement c'est plus difficile. Moi ça m'arrive très souvent de faire des méditations où je parle. Quand je cours par exemple. Bon, ça peut paraître un peu étrange à celui qui me croise, mais enfin, je croise personne, mais parfois ça aide aussi de parler. Parce que quand on parle, ben, on est moins dans l'esprit, c'est moins subtil, c'est plus facile à garder une encre. Donc là c'est un mantra que vous pouvez choisir quand vous jardinez, même au réveil le matin, vous pouvez faire 1 minute de pleine conscience, de se dire voilà, j'ai cette journée aujourd'hui, j'ai cet incroyable potentiel. Ça, c'est un peu le mantra de sa sainteté de Dalai Lama, de se lever le matin en se disant j'ai cette vie incroyable, ce potentiel immense, puissais-je en faire quelque chose qui est bénéfique aux autres. Et de prendre juste 1 minute au réveil. Et là, l'objet, c'est
ben, cette espèce de reconnaissance de votre potentiel, ça c'est l'objet de la pleine conscience, l'objet principal, et à l'intérieur de ça, les choses qui vont vous faire digresser de cet objet, ça va être les objets de la vigilance. Vous voyez, donc on apprend à dupliquer après pour tous les objets, il n'y a aucune exception, tous les objets de l'esprit qu'on peut cultiver, on peut appliquer ces mêmes recettes. Donc c'est vraiment un canevas, la pleine conscience. C'est l'outil qui nous permet de maintenir les choses à l'esprit, de maintenir les qualités qu'on veut développer. Et c'est pour ça que c'est si important. Et dans toutes les traditions, et je pense à la tradition d'Asie du Sud-Est, euh, la pleine conscience elle est considérée comme un gardien de porte à l'entrée d'une cité. C'est ce qui va regarder ce qui rentre dans notre esprit, la pleine conscience. C'est aussi une forme de vigilance, mais je vais pas compliquer l'affaire, mais en fait on dit que la pleine conscience et la vigilance c'est finalement, elle est presque dans la même nature que la pleine conscience. C'est quand la pleine conscience, elle grandit dans notre esprit, eh ben on devient beaucoup plus conscient des choses en périphérie. Il y a deux systèmes. Il y a un système qui dit que la vigilance est le sous-produit de la pleine conscience, et de l'autre qui dit qu'en fait, les deux sont la même entité, la même nature. C'est juste que quand la pleine conscience elle devient suffisamment bonne, ben on commence à observer les choses en périphérie. Quand on est très bon à conduire, à piloter et à regarder devant nous, eh ben naturellement, on peut conduire la voiture en regardant dans les rétros. C'est la même chose, c'est la même action de conduire finalement. Ça, c'est une petite nuance. Donc, c'est vraiment deux qualités qui nous servent à garder l'esprit. Ça, c'est aussi un autre concept bouddhiste de garder l'esprit, de garder les trois portes. De garder les trois portes de notre corps, de notre parole et de notre esprit pour savoir ce qui y rentre, savoir ce qu'on fait, observer notre esprit dans la journée pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre esprit, notre corps et notre parole. Et bien ça, quand on cultive la pleine conscience et la vigilance, ça va vraiment être leur job. De maintenir ces choses qu'on a cultivées dans la méditation, de les maintenir, de ne pas les oublier et de veiller à ce qu'on ne parte pas dans l'opposé de ces choses qu'on souhaiterait cultiver dans l'esprit, c'est le travail de la pleine conscience et de la vigilance. Donc vraiment, encore une fois, c'est une structure, la pleine conscience et la vigilance, qu'on retrouve, mais partout dans le bouddhisme. C'est fondamental. Les quatre établissements de la pleine conscience dans le Satipatthana Sutta de la tradition Theravada, qu'on retrouve aussi dans la tradition tibétaine, dans la tradition Chan chinoise, dans le Zen, c'est vraiment universellement reconnu comme étant deux qualités fondamentales de l'esprit, la pleine conscience, la vigilance. Bon alors mettons que cette méditation soit pas très très bien passée, qu'on ne sache pas vraiment où conduire notre esprit, eh ben on doit revenir à quelque chose de simple, le souffle peut-être, peut-être que c'est encore trop compliqué, peut-être qu'il faut juste faire une méditation sur les sensations tactiles, et c'est ce qu'on va faire maintenant, non pas sur les sensations tactiles mais sur le souffle. Reprendre la même structure, trouver l'objet, et ne pas euh, minorer dans notre esprit l'importance de la détente. Ça aussi, c'est un conseil dans votre pratique. Il ne faut pas toujours être dans l'effort de il faut que l'objet ça apparaisse, il faut que je comprenne, il faut que je développe la, euh, la bienveillance. Ce qui est très singulier dans la méditation, c'est que certes, on peut avoir plus de clarté quand on fait de l'effort, pendant quelques instants, quelques minutes, mais il y a un moment, le meilleur moyen que les choses apparaissent clairement à l'esprit, c'est de se détendre. C'est en cessant de vouloir à tout prix
que les choses émergent et surgissent dans notre esprit beaucoup plus facilement. Et ça, on le retrouve dans l'âme rime en disant choisissez votre objet de méditation, visualisez-le à multiples reprises et essayez d'avoir une image minimale, ce que j'essaie de vous dire comme étant l'objet moyen, l'objet comme vous pouvez le produire, la bienveillance comme elle est. Et ça, c'est vraiment donné dans le lame rime. L'objet à minima, soyez satisfait de ça. Soyez satisfait de ça. Parce que sinon, on va courir après, comme le petit hamster dans sa cage, on va courir après l'objet et on va manquer de la stabilité mentale qui permet à la souplesse mentale de se développer. Et la souplesse est celle qui va permettre que l'objet apparaisse beaucoup plus clairement. Donc il est dit dans le lame rime, si vous habituez à toujours essayer de vouloir que l'objet apparaisse plus clairement, vous n'allez pas y arriver. Il ne va pas apparaître plus clairement, vous allez vous fatiguer. Et il est dit, une fois que vous avez développé la clarté, un peu de clarté sur l'objet, que vous l'avez trouvé, alors détendez-vous sur cet objet minimal. Calmez l'esprit, stabilisez-le, n'essayez pas d'en vouloir. Et à ce moment-là, la clarté, elle va revenir toute seule. Point essentiel dans le lame rime. Ça, c'est un petit trésor, ça. Dans la pratique, c'est tellement, tellement important et ça fonctionne vraiment. Quand on calme l'esprit, on détend et on se dit ok, je ne suis pas toujours sur le souffle, c'est pas grave. Eh bien, l'esprit va. En fait, c'est en abandonnant cette saisie du souffle que le souffle il va finir par nous être accessible. Et ça, je pense que la philosophie derrière, elle est quand même assez profonde. C'est qu'on obtient les choses quand on cesse de vouloir à tout prix les obtenir. Pour l'objet de méditation, c'est un peu ça, c'est ok, je cesse de vouloir à tout prix et quand je me détends en me disant ok, ça vient pas, à ce moment-là, pouf, l'esprit va venir se poser sur le souffle. Ok? Allez, je vous invite à prendre une position agréable, tonique et stable, comme ces deux qualités qu'on souhaite cultiver dans notre esprit. Et là, simplement, quand on inspire, on sait qu'on inspire. Première partie, la clarté. Quand on inspire, on sait qu'on inspire. Quand on expire, on sait qu'on expire. Et de temps en temps, on se dit, voilà, je ne suis pas tout le temps conscient de mon inspiration, des micro-variations. Mais bon, ça suffit. Ça, c'est le souffle. C'est ça. C'est ça mon objet minimal. C'est ça mon objet de départ. C'est ça cette chose sur laquelle je vais stabiliser mon esprit ensuite. Ok ?
travailler sur la clarté, ça ne veut pas dire que l'objet apparaît totalement. Ça veut dire que notre esprit est un peu plus clair. C'est pas que l'objet est un objet très complexe à notre esprit, c'est que la lentille de la caméra est un petit peu nettoyée, on pourra dire, un peu plus transparente. Et le moyen de la rendre transparente, c'est ben voilà, d'inspirer, de savoir qu'on inspire, d'expirer, de savoir qu'on expire, et puis de temps en temps se dire, ben voilà, c'est ça le souffle. Voilà, il est là mon objet. Avec ce contentement et cette certitude, et maintenant on rentre vraiment dans la pratique du calme mental. L'objet est un peu plus clair peut-être dans notre esprit. Et là on vient se stabiliser, se détendre, et pour se détendre, ben, maintenir une respiration très naturelle, sonore si vous pensez que c'est mieux. Hein, le but c'est pas d'avoir une respiration forcée, et vous dire, ben, de toute façon il est là le souffle. De temps en temps, essayez avec beaucoup de souplesse
d'accompagner le souffle à se détendre, ce qui va permettre à votre esprit de se détendre, et vraiment par petites touches. Mais principalement, c'est une forme de contentement, de se dire, bah voilà, le souffle, c'est bon, je l'ai trouvé, je me stabilise maintenant. Et si dans une certaine mesure vous sentez votre esprit se stabiliser un peu, alors vous pouvez réveiller cette vigilance qui est en périphérie et de temps en temps, seulement de temps en temps, on va percevoir est-ce que j'ai été distrait, c'était quoi? Ok, faire une image mentale rapide de ce qui vient de se passer et de revenir à l'objet. Enfin, on ne revient pas à l'objet en fait, on ne le quitte pas complètement. Cette vigilance, elle opère à l'intérieur de la pleine conscience.
calmement, on va pouvoir mettre fin à cette méditation. Tout en essayant de conserver la qualité de notre attention. Ne pas oublier, en toile de fond de notre esprit, de maintenir un souffle détendu. Je pense que dans les sujets bouddhistes disponibles, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui ressemble plus aux conseils qu'on peut donner quand on fait du sport, par exemple. Il y a vraiment plein de petits tuyaux, en fait. Il y a plein de petits micro-ajustements qu'on peut faire. C'est vraiment comme des séances d'entraînement qu'on fait quand moi je cours beaucoup, donc je vois les similarités et je me dis c'est vraiment la pratique du calme mental, c'est beaucoup d'ajustements, beaucoup d'ajustements, de savoir changer, d'avoir cette souplesse de l'esprit, de savoir quoi faire à quel moment. C'est vraiment quelque chose de... Ça tombe pas dans la catégorie d'enseignements qui sont lyriques, qui sont... ça soulève. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de très technique. Mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on l'apprend cette technique aussi. C'est en partageant ces petits tuyaux. Hein. L'un d'entre eux, c'est ce qu'on remarque dans la première partie de la méditation pour travailler sur cette clarté mentale. Moi, personnellement, je remarque quand j'essaie de trouver l'objet et que j'ai juste 20 minutes, c'est parfois moins efficace que si je le fais plein de fois dans la journée. Même si ça dure 1 minute, 2 minutes. Je me rappelle plein de fois dans la journée de me dire, je fais une inspiration et je fais, ah ça c'est le souffle. Ça c'est le souffle. Et je vois l'effet que ça a sur la clarté mentale. De me dire, ça c'est le souffle. Donc vraiment la répétition. Bon, ce conseil précis n'est pas donné dans les textes, mais il est dit dans les textes quand même que le calme mental se cultive à travers de multiples sessions pendant la journée. Et moi, je me rends compte là qu'en faisant ça, j'arrive souvent en fin de journée à trouver l'objet beaucoup plus clairement. Et on peut trouver cet objet-là, mais ça peut être n'importe quel objet. Après, ça peut être l'objet de négation quand on médite sur la vacuité, ça peut être l'impermanence, ça peut être en fait les choses qu'on a envie de connaître clairement, parfois juste par petites touches, et de le faire plein de fois dans la journée. C'est plus efficace que de faire une seule méditation de 20 minutes où on essaie de trouver l'objet. Par exemple, la méditation sur la bienveillance, vous pouvez essayer de le faire plein de fois. Faites des tests. Essayez d'explorer plein de fois si vous êtes en week-end, par exemple, vous avez un peu de temps, du matin jusqu'au soir. Essayez toutes les heures, par exemple, de faire juste 2 minutes où vous essayez de dire, voilà, ça c'est la bienveillance, je souhaite à ma mère, à mon père, à mes amis, d'être heureux, de posséder le... Et à la fin de vous dire, ah ça c'est la bienveillance. Et comparez l'effet que ça a dans votre esprit quand vous le faites le matin et quand vous le faites le soir. Et la prochaine fois qu'on se voit, vous le partagerez avec moi. Vous me direz peut-être, waouh, c'est vrai qu'à la fin, ben, à la fois je génère cette bienveillance, mais à la fois j'ai cette forme de joie de me dire, ben, j'ai de la bienveillance, elle est là. Et on le reconnaît avec cette certitude que je vous ai dit dans la première session, qu'elle est conjointe à une forme de joie, d'intensité. Ça, c'est un petit tuyau, ça qui est. En tout cas, moi, ça fait beaucoup de différence. Ça fait beaucoup de différence. Parfois, des sujets, je préfère les exploiter sur de multiples sessions plusieurs fois. Et après, par contre, pour la stabilité, pour la deuxième partie de la méditation, ça demande du temps. Ça demande du temps en une seule session. C'est différent. Là, c'est vraiment, il faut étendre la durée là pour vraiment poser l'esprit, pour calmer le souffle. Hmm.
Alors n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en l'écrivant. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors c'est un peu comme dans la méditation Tonglen, pensez d'abord à un proche, un ami, une inconnue. Oui, oui, totalement. La méditation de bienveillance, on commence toujours par quelque chose qui est plus simple. On commence toujours graduellement par, bah voilà, ça peut être votre chien aussi. Et je le dis vraiment sans aucune espèce d'arrière-pensée péjorative, non. Parfois, l'affection qu'on a pour un chien, elle surgit très vite dans l'esprit. Pour un animal de compagnie, pour un chat. Puis après, on peut le faire pour quelqu'un de notre famille. Et dans la méditation que je vais poster demain, où vous aurez méditation sur la bienveillance, je rappelle un petit tuyau, mais que je vais vous redonner cette fois-ci. Une des manières de générer la bienveillance, de se réchauffer le cœur et de développer de l'affection. Et comment on développe l'affection? En essayant de se rapprocher des êtres. Et comment on se rapproche des êtres? En se souvenant des choses qu'ils ont faites pour nous. On pourrait penser, il faut que je fasse quelque chose qui me dirige vers les êtres, mais en fait, c'est en pensant à ce que les êtres ont fait pour nous qu'on se rapproche d'eux. Ça, c'est dans le Lamrim aussi, dans un des prérequis pour développer la bodhicitta. Il faut d'abord développer l'équanimité et l'affection. Et l'affection, se réchauffer le cœur, ça nécessite de se rapprocher des êtres. Et la manière de se rapprocher des êtres, c'est de se souvenir de toutes les choses qu'ils ont faites pour nous. Alors en plus, dans le bouddhisme, on dit que les êtres, ils ont été nos mères dans les vies précédentes. Donc ils en ont fait des choses pour nous. Donc on ne peut pas dire, ouais, mais lui, il n'a rien fait, lui. Qu'est-ce que ça fait, toi, pour moi? Non, tu n'as rien fait. Si tous les êtres ont fait beaucoup de choses pour nous, et, euh, et sa sainteté conduit des méditations aussi, où on se souvient de la bonté des êtres, de ce qu'ils ont fait pour nous. Par exemple, les gens qui ramassent les ordures dans la rue, je ne sais pas si vous étiez en région parisienne récemment, mais on voit l'importance que ça a quand même. Les gens qui produisent l'électricité, le gaz, qui livrent notre courrier, on se sent proche de ces gens si on se dit le facteur qui vient, l'énergie qui passe tous les jours, durant toute sa vie, à me livrer une enveloppe, le temps qu'il aura pris dans sa vie pour me livrer une enveloppe, si je suis livré une fois tous les jours par exemple, la, comme ça m'apporte des choses. Et quand on sent tout ce que ces personnes inconnues nous apportent, les gens qui conduisent le métro, le train, on se rapproche de ces êtres, on se réchauffe, on développe de l'affection pour ces êtres-là. Donc ça, c'est aussi un des petits tuyaux pour développer la bienveillance. Alors, y a-t-il des textes, par exemple, avec Lama Yeshe ou autre, où l'on peut relire tout ce que tu nous as dit au cours dans ces 5... Alors, Jean-Philippe. Sur la pleine conscience et la vigilance, est-ce qu'il y a des textes de Lama Yeshe? Peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr que ça traite que de ça. Là, c'est vraiment les textes qui ont rapport au calme mental qu'il faudrait voir. Dans le PEBA, il y a les facteurs mentaux. On apprend l'entité de la concentration, l'entité de la pleine conscience. Dans le programme d'études bouddhistes approfondies, il y a un des textes qui est, je crois, pas disponible en livre accessible en dehors de ce cours-là, je crois pas. Mais sinon, dans le Lamrim, il y a toute la méthode pour développer le calme mental et donc la pleine conscience. Sinon, il y a des livres d'Alan Wallace aussi qui sont vachement bien sur le calme mental. Certains sont traduits. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans la référence sur le calme mental. Alan Wallace, A-L-A-N-W-A-2-L-A-C-E. Beaucoup ne sont pas traduits, mais ceux qui le sont vachement bien. Voilà, c'est terminé. Merci à vous.
À très bientôt, bonne pratique. On se retrouve bientôt pour un prochain programme au centre de retraite ou au centre à Paris ou n'importe où. Au plaisir de vous revoir. Portez-vous bien, bonne pratique.